Vous écoutez RFI, les 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. De la fumée dans le ciel de Libreville, le bâtiment de l'Assemblée nationale en feu. Hier, des heurts dans les rues de la capitale gabonaise qui ont éclaté juste après l'annonce des résultats de la présidentielle de samedi dernier et la victoire d'Ali Bongo, réélu pour un nouveau mandat de 7 ans, juste devant l'opposant Jean Ping qui conteste ces résultats. À l'étranger, les appels au calme se multiplient. Dossier complet dès le début du journal. En République démocratique du Congo, le dialogue national doit débuter aujourd'hui par une cérémonie d'ouverture cet après-midi, même si une partie de l'opposition refuse toujours de participer. Au sommaire encore, la fin hier de la visite du président béninois au Rwanda. Des accords de coopération ont été signés dans plusieurs secteurs. Et puis cette éclipse solaire aujourd'hui visible à Madagascar. N'oubliez pas de chausser vos lunettes. La capitale gabonaise a donc vécu une nuit de tension. Des heurts ont éclaté à Libreville après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Résultats selon lesquels le sortant Ali Bongo l'emporte avec 49,80% des voix et avec une très courte avance sur son principal rival Jean Ping, crédité, lui, selon les chiffres officiels, de 48,23% des suffrages. Un résultat contesté par l'opposition. Cette nuit, vers 1h du matin, le quartier général de l'opposant a été pris d'assaut par les forces de sécurité à Libreville. Il y a des blessés. Alexandre Barrault-Chambrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité, parti qui s'est rallié à Jean Ping pendant la campagne avant l'élection, témoigne. Il y a eu des assauts de la garde républicaine et des forces en armes avec des balles réelles qui ont investi le quartier général du président Jean Ping. Il y a une concentration de personnes qui sont dans ce lieu. Jean Ping ne devrait pas s'y trouver. Vous comprenez que c'est extrêmement grave et il faut absolument arrêter ce carnage. On me parle de 19 blessés, des blessés graves que nous ne pouvons pas évacuer compte tenu de la difficulté de circuler à Libreville. Donc il faut arrêter ça pour permettre de donner les premiers soins aux blessés en urgence. Des propos recueillis par Bernard Najotte et réponse du porte-parole du gouvernement. Alain-Claude Bilibinzé affirme que l'assaut contre le QG de Jean Ping visait en fait des criminels, c'est le terme qu'il emploie, qui ont incendié l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Des manifestations ont eu lieu effectivement dans l'après-midi. Les partisans de l'opposition sont descendus en masse dans les rues pour contester le résultat annoncé par la commission électorale. Les opposants demandent un recomptage des voix bureau par bureau. Sébastien Nemeth. Monsieur Ali Bongo, voilà ce que on veut nous faire faire. Voter pour qu'Ali Bongo vole les élections dans ce pays. Les résultats finaux viennent d'être adoptés. Accusant la CNAP de trucage, le commissaire issu de l'opposition, Paul-Marie Gondjout, claque la porte et sort dans une colère noire. C'est un mensonge éhonté. Le Gabon ne mérite pas ça. L'opposition crie à la fraude dans le Haut-Ogooué où la participation atteint quasiment 100%. Le porte-parole du président estime que l'opposition panique et que lorsque Jean Ping l'emporte sur le même score, personne ne s'en étonne. En tout cas pour l'opposant Paul-Marie Mukaga, vice-président de la CNAP, le pouvoir a orchestré une fraude. Nos amis du PDG se sont cru bon d'aller rectifier les résultats du Haut-Ogooué pour en faire d'abord un collège électoral jamais égalé en Afrique de plus de 99% de voix, donnant ainsi à Alain Bongo un score sans équivoque de 65 000 voix qui venait donc annihiler l'avance que Jean Ping avait sur lui. Le président de la CNAP quitte les lieux et donne rendez-vous aux journalistes pour la proclamation des résultats. Le ministre de l'Intérieur arrive peu de temps après et proclame Ali Bongo vainqueur. Est élu Bongo Ondimba Ali avec 49,80%. Les violences commencent quelques minutes plus tard. Pour Vichy, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Suite à ces heurts, des blessés par balles ont été emmenés à l'hôpital. Un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, c'est aussi ce que demandent plusieurs pays. La France, les États-Unis, l'Union européenne. Les appels au calme se multiplient aussi depuis l'annonce de la victoire d'Ali Bongo pour un second mandat de 7 ans et depuis les heurts qui ont éclaté à Libreville. Les précisions de Coralie Piret. Quelques heures après l'annonce des résultats, les États-Unis et la France, par des déclarations officielles, tentent de jouer l'apaisement,
car des heurts ont éclaté dans les rues de Libreville et pour les deux pays, il est nécessaire que la classe politique gabonaise appelle au calme. Mais le département d'État et le Quai d'Orsay demandent également la publication bureau de vote par bureau de vote. Pour les États-Unis, le détail permettra aux Gabonais de ne pas contester ces résultats et d'être certains de leur exactitude. Pour la France, c'est par souci de transparence qu'il faut publier les procès-verbaux. Selon le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, il en va de la crédibilité du scrutin et de la réputation du Gabon sur la scène internationale. La mission d'observation de l'Union européenne, avant même l'annonce des résultats officiels, avait fait la même requête auprès des autorités gabonaises. L'UE qui avait déjà affirmé lundi que le processus électoral manquait de transparence et ce mercredi, elle précise que ses observateurs n'ont pas pu assister à la séance finale des travaux de la commission électorale. Et on reviendra longuement sur le résultat de cette présidentielle au Gabon tout au long de la matinée sur RFI. D'abord dès la fin du journal avec les invités de Jean-Jacques Louarn et puis un peu plus tard dans les éditions spéciales que nous vous proposons avec Marie Casadebès. C'est à 5h30 et 6h30 temps universel. Sans oublier bien sûr Appel sur l'actualité. C'est avec Juan Gomez et c'est comme tous les jours à partir de 8h10 temps universel. Dans le reste de l'actualité africaine à présent, le lancement du dialogue national en République démocratique du Congo. Ça y est, c'est le jour J. Les discussions doivent débuter aujourd'hui en vue d'organiser des élections dans les mois à venir, la présidentielle notamment, et pour qu'elle se déroule dans un climat apaisé. La cérémonie de lancement doit commencer en milieu d'après-midi, mais du côté de l'opposition, il y aura de nombreux absents et pas n'importe lesquels. Il n'y aura pas de représentants de l'UDPS, ni du G7, ni de la dynamique de l'opposition, ni du MLC. Pour ses opposants, certaines conditions ne sont pas encore remplies. Ils veulent notamment un autre facilitateur et la libération de prisonniers qu'ils considèrent comme des détenus politiques. À Kinshasa, Sonia Rollet. Une durée initiale de 15 jours, le dialogue national est censé amener à des élections crédibles et transparentes dans le respect de la Constitution. C'est ce que dit la feuille de route établie par le comité préparatoire. Grâce à un accord politique et à des discussions techniques autour du processus électoral, 200 délégués et 4 composantes, majorité, opposition, société civile et personnalité. Hier soir, toutes ces composantes disaient encore travailler sur la liste de leurs délégués. Aucun calendrier clair non plus au-delà de la cérémonie d'ouverture. Il n'est pas dit que les 15 jours seront consécutifs, dit la facilitation. Hier encore, des représentants de la communauté internationale tentaient d'arracher au gouvernement de nouvelles mesures de décrispation et au rassemblement de l'opposition sa participation au dialogue. Car malgré la présence de quelques figures de l'opposition, la communauté internationale s'inquiète de l'absence des poids lourds, ce qui risque d'entacher la crédibilité de ce dialogue. Le rassemblement de l'opposition confirme en tout cas son rejet et devrait déposer aujourd'hui une feuille de route à l'Union africaine, même préalable. Le facilitateur Edem Kodjo toujours récusé. Le rassemblement plaide lui pour une centaine de délégués seulement, majorité et opposition avec leur société civile associée, et pose un paramètre non négociable, le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et l'opposition congolaise pose effectivement un certain nombre de conditions de préalable à sa participation au dialogue convoqué par le chef de l'État, notamment, vous nous l'avez dit, Sonia Rollet, son départ. Parmi ses opposants, ceux de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Pour son porte-parole, Bruno Tshibala, les gestes de décrispation annoncés jusqu'ici par le gouvernement ne sont pas suffisants. Le pouvoir, dit-il, est tout simplement de mauvaise foi. Ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec ce que nous avions convenu et ce qui doit être fait. À ce jour, le vrai détenu politique, à savoir M. Eugène Domindongala, bâtonnier Jean-Claude Moyambo, n'ont pas été libérés. Ils sont toujours dans les geôles du pouvoir. Le fait de ne pas libérer des prisonniers, de ne pas décrisper la situation, de ne pas réouvrir les médias confisqués, dénote la mauvaise foi du pouvoir, de nous inviter à ce dialogue juste pour qu'il en prenne prétexte afin de s'éterniser au pouvoir. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes respectueux de la Constitution. Nous devons dialoguer pour résoudre les problèmes de notre pays et non pas pour accompagner M. Kabila dans son dessein de confisquer le pouvoir en RDC. Des propos recueillis par Léa-Lisa Vesterov et puis par ailleurs une dizaine de proches de l'opposition ont été condamnés hier en RDC à Lubumbashi à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. 6 ont été acquittés. Ils avaient été arrêtés lors d'une manifestation contre le dialogue national. Parmi les condamnés, le bourgmestre adjoint du quartier de la Kenya à Lubumbashi où des affrontements ont eu lieu en début de semaine entre militants du rassemblement de l'opposition et forces de l'ordre. Le président du Bénin a terminé sa visite au Rwanda hier.
3 jours sur place pour Patrice Talon. Un accord de coopération a été signé entre les deux pays. Il concerne le tourisme, l'industrie textile, le numérique. Le président béninois était aussi venu observer l'exemple rwandais, un modèle selon les termes de Patrice Talon, source d'inspiration. Mais c'est aussi sur la politique rwandaise que le chef de l'État béninois a été interrogé. Le Rwanda a récemment réformé sa constitution, ouvrant la voie à un 3e mandat pour le président Paul Kagame. Au contraire, le Bénin réfléchit en ce moment à la possibilité d'instaurer un mandat unique pour le président. Mais pour Patrice Talon, tout dépend du contexte. Dans chaque pays, il n'y a pas de règle unique. Ce qui est pertinent aujourd'hui au Bénin n'est pas forcément pertinent en Chine aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent en Libye aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent en Espagne aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent au Rwanda aujourd'hui. Dans la Constitution est fonction d'un ensemble de paramètres qui fait qu'à chaque instant, les personnes les plus éclairées observent et proposent les réformes. L'essentiel est que la réforme soit destinée au bien-être. Quand on perd cela de vue, pour ce point de vue-là, et qu'on a des schémas stéréotypés qu'on veut imposer au monde entier partout, on peut créer de la catastrophe. Nous sommes actuellement confrontés à quelque chose en Afrique. Vous savez que certains pays ont été démantelés au bénéfice d'une pensée ou d'un intérêt ou d'un modèle. Mais aujourd'hui, ça nous crée tellement de dommages que chaque fois, avant de prendre une décision, avant de vouloir imposer un modèle à une communauté, il faut avoir l'humilité de tenir compte des paramètres que j'ai évoqués tantôt. Le président béninois Patrice Talon au micro de Stéphanie Aglietti. La mobilisation était moins importante que prévu hier au Zimbabwe. Un appel à la grève générale avait été lancé par la société civile pour protester une nouvelle fois contre le régime de Robert Mugabe. La police anti-émeute était déployée à Harare, patrouillée dans la ville. C'est, selon les organisateurs de la grève, ce qui explique la faible mobilisation d'hier. Un anneau de feu s'affichera tout à l'heure dans une partie du ciel africain. Il sera visible si vous êtes à Madagascar ou encore à La Réunion. Une éclipse de soleil, la lune cachera jusqu'à 94% du soleil. Le phénomène doit commencer dans la matinée vers 11h, se terminer en début d'après-midi vers 14h30 avec un point d'orgue aux alentours de 12h45. Autre détail pratique, si vous voulez observer cette éclipse, n'oubliez pas de mettre des lunettes spéciales, sinon vous pouvez vous abîmer les yeux. Une société malgache distribue 1,5 million de lunettes anti-UV et infrarouges. Sur la Grande Île, elles sont agréées par le ministère. Mais il y a depuis hier une polémique autour de ces lunettes. Reportage Sarah Teto. Bonjour madame, je vais acheter 3 lunettes. Ça fait 4500 €. Hier, cette pharmacie centrale de la capitale n'a pas désempli. En une journée, plus de 1400 paires de lunettes spéciales Eclipse ont été vendues. Une vraie ruée. À quelques kilomètres de là, dans les bas quartiers, le ministre de la Santé, professeur Mam Manjamanarivu, s'adonnait à une opération séduction. L'État, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, est en train de distribuer des lunettes spéciales Eclipse pour les gens vraiment défavorisés de la capitale. Ce coup de com' aurait pu bien fonctionner si les agents du ministère n'étaient pas repartis une demi-heure après, discrètement avec quelques milliers de paires de lunettes sous le bras. Raymond Rahazoun, le chef du quartier, raconte. Le ministre est arrivé. On va vous distribuer ces lunettes pour pouvoir regarder l'éclipse. Il a donné une dizaine et puis juste après, c'est personnel. Ils sont partis avec toutes les lunettes sans les distribuer. Trafic de lunettes ou juste mauvaise organisation, les habitants des bas quartiers ont été choqués par ce geste. Hier, une autre polémique commençait à enfler concernant la prétendue protection des lunettes. Avec son packaging totalement neutre, sans logo ni indice, beaucoup se sont demandé si elles étaient contrefaites. Contacté par téléphone, le grossiste malgache affirme avoir commandé 1,6 million de paires à un fournisseur chinois fiable et aux normes. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Et pour ne pas prendre de risques, sachez que les médecins recommandent de ne pas regarder l'éclipse plus de 3 à 4 minutes d'affilée sans jamais oublier de porter les lunettes spéciales, bien entendu. 6h44 ici à Paris. À suivre la revue de presse Afrique. Ce matin, elle sera signée Frédéric Couteau. Il reviendra bien entendu sur le résultat de l'élection présidentielle au Gabon, sur la victoire d'Ali Bongo. Qu'en disent vos journaux? Réponse dans 5 minutes. Mais avant cela, on en parle de la présidentielle gabonaise, justement, avec nos invités.
Pas un, mais deux invités ce matin pour revenir donc sur ce résultat de la présidentielle au Gabon. Selon les chiffres officiels publiés par la commission électorale, le sortant Ali Bongo arrive en tête avec 49,80% des suffrages, devant son principal rival, Jean Ping, crédité lui de 48,23%. Une courte avance de seulement 5594 voix sur un peu plus de 600 000 électeurs. Un résultat contesté par l'opposition. Son annonce a d'ailleurs provoqué des heures à Libreville. Pour en parler ce matin, d'abord, Anaclet Bisiello, professeur de sociologie à l'université Omar Bongo et proche de l'opposition. Il répond à Jean-Jacques Loarn. Anaclet Bisiello, bonjour. Bonjour. Ali Bongo réélu selon la commission électorale avec 49,80% des voix contre 48,23% pour Jean Ping. Réélu, mais mal réélu, diriez-vous ? Mal réélu, je suis à l'aise pour le dire, c'est à l'ombre des forces de défense et de sécurité que ces résultats viennent d'être proclamés, et je dirais pas avec la Sénat, puisque le président de la Sénat a été mis en minorité, l'ensemble des membres s'est retiré et le président de la Sénat est resté avec le ministre de l'Intérieur. Et ils ont proclamé des résultats qui n'appartiennent qu'à eux. Et cela s'est fait en plus sous les yeux des membres de la mission d'observation de l'Union européenne. Le taux de participation de 99,93% et le score obtenu de plus de 95% des suffrages par Ali Bongo dans le Haut-Ogooué vous étonne-t-il ? Ce qui étonne, c'est qu'ils ont eu le cran de falsifier. Et le ridicule ne tue pas, parce que falsifier pour s'auto-accorder un taux de suffrage de 95%, il n'y a rien de plus ridicule. Les chiffres du Haut-Ogooué ont été purement et simplement trafiqués. N'est-il pas trop tard pour publier, Anaclet Bisiello, les résultats bureau par bureau, comme le demande l'Union européenne ? Non, il n'est pas tard, parce que c'était la logique. C'est d'ailleurs une logique qui a déjà été vérifiée au départ, au moment de la clôture de chaque bureau de vote. Donc ce qui est fait en amont à la clôture de chaque bureau de vote, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas en aval au moment de collecter l'ensemble des données qui viennent de l'intérieur du pays. Et du reste, vous avez annoncé tout à l'heure un taux de participation presque historique qui a frappé l'attention de tous ceux qui sont venus observer les élections au Gabon. À partir de ce moment-là, tout le monde connaît les résultats à la sortie, à la fermeture même de chaque bureau de vote. Ce sont ces résultats-là réels que nous attendions, mais nous ne nous faisions pas d'illusions. Nous avions déjà dit qu'un coup d'État se préparait, mais le monde ne nous croit pas. Le monde ne nous croit pas, alors que nous avons bien dit qu'un coup d'État se préparait. Donc Ali Bongo, pour vous, est passé en force. Il a organisé un coup d'État. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'il a organisé. Anaclet Bisiello, merci. Et Jean-Jacques Loarn, vous recevez également Flavien Enongwe, professeur de philosophie politique à l'université Omar Bongo et proche, lui, de la majorité présidentielle. Flavien Enongwe, bonjour. Bonjour. Donc Ali Bongo réélu selon la commission électorale avec 49,80% des voix. Diriez-vous qu'Ali Bongo est bien réélu ? Incontestablement. Et cela a été très serré. Il a bénéficié à la fois de l'apport réel de son fief politique. L'Est du pays constitue le fief politique du Parti démocratique gabonais. Et dans ce fief politique, il y a la place singulière qu'occupe le Haut-Ogooué, qui, à chaque élection serrée, a toujours voté pour le PDG à plus de 90%. Mais dans le Haut-Ogooué, nous sommes sur un taux de participation historique, 99,93%. En 2009, nous étions déjà au-delà de 90%. Et lorsqu'on prend en compte le caractère très tranché en termes d'identitaire de cette élection, il n'est pas, de mon point de vue, exagéré de considérer que les gens du Haut-Ogooué, pour un bon nombre d'entre eux, se sont sentis menacés à travers l'idée selon laquelle on va nettoyer les cafards. Ils se sont sentis les premiers à être visés. L'opposition affirme qu'Ali Bongo est passé en force, que c'est un coup d'État. Je dirais que c'est du classique en Afrique. Il y a mieux. Aujourd'hui, leurs représentants dans les commissions électorales locales ont bel et bien validé les procès-verbaux qui ont été centralisés aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la contestation classique que vous rencontrez quasiment dans la plupart des pays africains. Seriez-vous favorable, comme le demande, le réclame l'Union européenne, à la publication des résultats bureau par bureau ? C'est une demande qui n'a pas lieu d'être.
pour une raison simple. Cette publication bureau par bureau a déjà été faite en bas, c'est-à-dire dans les bureaux de vote. Ils le retrouveront à la fin, c'est-à-dire lorsqu'il y aura contentieux dans notre pays, ils peuvent accéder au recomptage lorsqu'il y a contentieux, et c'est ce qui s'est passé en 2009. Et je rappelle que le contentieux au Gabon est retransmis en direct à la télévision. Et nous n'attendons pas l'Union européenne pour le faire, et nous sommes en droit de nous demander quelle arrière-pensée l'Union européenne. Ils sont la seule mission à avoir demandé et exigé des choses au-delà de ce qui était prévu dans l'accord. Flavien Enongwe, merci. Il répondait à Jean-Jacques Loirne et on reviendra largement sur cette élection au Gabon, sur la réélection d'Ali Bongo tout au long de la matinée sur RFI, dans 2 éditions spéciales, notamment avec Marie Casadebé, c'est à 5h30 et 6h30 temps universel. Et puis vous pourrez aussi en parler avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité ce matin. Appel sur l'actualité, prenez la parole. 33 9 693 693 70. Toutes vos questions et réactions sur l'actualité, du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans l'actualité aujourd'hui, on vient de l'évoquer avec nos invités, le Gabon, situation très tendue à Libreville alors que le président Ali Bongo a été réélu. Il a été proclamé vainqueur de la présidentielle hier après-midi avec seulement quelques milliers de voix d'avance sur Jean Ping. Cette nuit, le QG de campagne de l'opposant a été pris d'assaut par les forces de l'ordre. Jean Ping affirme qu'il y a eu 2 morts et plusieurs blessés. Dans l'actualité encore, les sénateurs brésiliens qui ont voté la destitution de la présidente du pays, Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé sciemment les comptes publics. Dilma Rousseff, officiellement remplacée à la tête de l'État par le centriste Michel Temer qui assurait l'intérim depuis sa mise à l'écart au printemps. Donald Trump au Mexique, visite surprise de 3 heures pour le candidat républicain à l'élection américaine de novembre prochain. Il a rencontré le président mexicain Peña Nieto. Au cœur des discussions, la question de l'immigration et la volonté de Donald Trump d'ériger un mur entre les 2 pays en cas de victoire à l'élection présidentielle. À 6h52 à Paris, c'est l'heure de retrouver Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, Ali Bongo rempile. À peine 6000 voix de différence entre Ali Bongo et son challenger Jean Ping. C'est le verdict des urnes, ou du moins celui annoncé par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Le chef de l'État sortant l'emporte avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son rival Ali Bongo, et donc réélu président du Gabon. Pourtant, relate le site d'information Gabon Review, le camp de Jean Ping était sûr de l'emporter après la publication par les gouverneurs des résultats de 8 provinces sur les 9 que compte le pays. Il avait à ce stade une avance officielle de 65 000 voix sur Ali Bongo, arrivé en retard ou livré dans la confidentialité. Seuls les résultats de la région du Haut-Ogooué, province d'origine du candidat président, pouvaient permettre de combler ce fossé. Le miracle électoral a donc eu lieu, constate encore Gabon Review. La province du Haut-Ogooué a pulvérisé tous les records de participation et de score, sauvant Ali Bongo de la défaite. Le site Gabon Echo ne cache pas, lui, son inquiétude. La victoire, aussi courte d'Ali Bongo, complique les choses plus qu'elle ne les résout. Elle risque de plonger le pays dans un bourbier inédit, dont seule la communauté internationale, la France en tête, pourra l'extirper. Tout dépendra de la radicalisation ou non de Jean Ping, qui, avec ce rendez-vous manqué à 73 ans, voilà certainement se volatiliser ses ambitions présidentielles. Et Ali Bongo, s'il est réélu au forcing après un septennat mitigé, voit désormais sa légitimité et sa popularité complètement entamées. Et Gabon Echo de conclure, le morceau cette fois est plus gros que celui de 2009 et c'est désormais reparti pour 7 nouvelles années de crise. Quel gâchis. Aussitôt la victoire d'Ali Bongo annoncée, des affrontements ont éclaté hier à Libreville et à Port-Gentil, rapporte pour sa part le site Gabon Actu. Oui, le bâtiment de l'Assemblée nationale sur le prestigieux boulevard Triomphal a été incendié. Dans la nuit, Libreville était quadrillé par la police et les militaires avec des barrages à intervalles réguliers et des patrouilles incessantes de policiers et de soldats lourdement armés. Et le quartier général de Jean Ping a été investi dans la nuit donc par les forces de l'ordre. En effet,
constate également le pays au Burkina dès l'annonce de la victoire de Bongo. Ils étaient nombreux, les militants de Jean-Ping, à manifester leur mécontentement et certes à se livrer à la casse. Et l'on peut comprendre la colère homérique de tous les Gabonais descendus en masse hier soir dans la rue, persuadés que la vérité des urnes n'a pas été dite. Ainsi donc, une fois de plus, hélas, déplore le pays, le Gabon a manqué l'occasion d'entrer dans l'histoire, il a manqué l'occasion de s'extirper du nauséeux cercle des cancres africains de la démocratie. Ali Bongo peut-il revendiquer sa victoire? Rien n'est moins sûr, affirme le quotidien ouagalais, d'autant qu'en termes d'incongruité, l'on peut relever notamment le fait que les observateurs internationaux ont été interdits d'assister à la séance plénière de la CENAP. À cela s'ajoute le fait que les opposants n'avaient pas le droit de consulter le fichier électoral, toutes choses qui ne peuvent que renforcer les suspicions sur la victoire déclarée du candidat du Parti démocratique gabonais. Et le Djeli.com en Guinée est encore plus catégorique. Oui, les résultats de l'élection présidentielle gabonaise sentent la fraude et le vol à plein nez, affirme en effet le site guinéen. Les architectes de la triche, pris au dépourvu, n'ont pas eu le temps d'y mettre la forme et la manière. Ainsi, de flagrants paradoxes et contrastes sautent aux yeux. Au nombre de ces incohérences, pointe le Djeli, il y a cette différence abyssale entre le taux de participation au niveau national, se situant autour de 60%, et celui de la province du Haut-Ogooué, frisant, lui, les 100%. Il s'y ajoute que, comme par enchantement dans cette même région, dont les résultats sont arrivés les derniers au niveau du bureau central de la CENAP, Ali Bongo, le président sortant, récolte 95,46% des suffrages. Et le Djeli de faire remarquer qu'en d'autres circonstances, on aurait été ulcéré par le fait que la France et l'Union européenne exigent de la CENAP de publier les résultats de l'élection bureau de vote par bureau de vote, car dans cette exigence, il y a un peu de paternalisme colonialiste et condescendant, mais à voir le hold-up électoral que tente d'imposer le camp d'Ali Bongo, relève le site guinéen, ce sentiment souverainiste n'a plus sa raison d'être. Merci Frédéric Couteau, revue de presse à retrouver sur le www.rfi.fr. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui. J'habite dans une rue sans nom. Comment résoudre le casse-tête des adresses en Afrique? Demain. Sécurité à l'école. Les sanctuaires de la République peuvent-ils résister au stress terroriste? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU. RFI. Le journal des sports, c'est aujourd'hui avec Alexandre Seban. Bonjour Alexandre. Bonjour Magali, bonjour à tous. Du football pour commencer, dernière soirée hier pour le marché estival des transferts, une soirée agitée même pour beaucoup de clubs européens. Leicester, le champion d'Angleterre, a cassé sa tirelire pour Islam Slimani, 30 millions d'euros plus 5 de bonus pour l'international algérien qui a donc quitté le Sporting Lisbonne pour s'engager avec le club anglais pour 5 saisons. Autre transfert important, celui du Gabonais Didier Ndong, le milieu défensif de 22 ans, a signé à Sunderland pour une somme de 16 millions d'euros plus 4 de bonus éventuels pour son désormais ancien club Lorient en Ligue 1. La Ligue 1 retrouve le Marocain Younes Belhanda qui arrive à Nice, prêté cette saison par le Dynamo Kiev. On le rappelle, Belhanda avait été champion de France en 2012 avec Montpellier. Le milieu de terrain international tunisien Jamel Saï, c'est lui engagé avec Angers, ancien joueur de Montpellier. Il signe pour une saison et une autre en option. Et lui aussi s'est fait, le Camerounais Clinton Djie revient en France. À l'Olympique de Marseille précisément, prêté par Tottenham avec option d'achat. Il était très content hier de voir cette histoire terminée, Clinton Djie. Très content d'être là. J'ai attendu pendant un petit bout de moment. Maintenant, je suis là et je suis très fier d'être là. Le coach me voulait, donc ça m'a aussi motivé. Il m'appelait, il m'a motivé, il m'a donné les raisons pour lesquelles je dois venir à Marseille. Et ça, je pense que ça a pesé sur ma décision. J'ai beaucoup discuté avec Bafé, avec Henry, et ils m'ont motivé, ils m'ont conseillé aussi, ils m'ont donné des solutions, et voilà, aujourd'hui, je suis là, et je pense que ça va les faire plaisir aussi. Je pense que physiquement, je suis prêt. J'ai commencé les pré-saisons avec Tottenham. Et j'ai un petit blessure, mais depuis
une semaine aujourd'hui, je m'entraîne normalement et je pense que de ce côté, j'ai pas trop de soucis à faire. Donc, il me manque juste le temps de jeu. Clinton J au micro de l'OM TV. Et puis il y avait un match amical au programme ce soir. Hier soir, le Maroc a fait match nul 0-0 du côté de l'Albanie. Le tennis à présent direction les États-Unis et l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem. Kevin Anderson s'est qualifié pour le 3e tour après sa courte victoire contre le Canadien Vasek Pospisil. Le score 7-6. 6-4, 6-4. Un mot de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, 11e étape hier entre Colunga et Peña Cabarga. Elle a été remportée par le Britannique natif de Nairobi, Christopher Froome. Au classement général, c'est également Luis Mentiès qui est le premier représentant du continent africain. Il est 20e avec plus de 8 minutes de retard sur le maillot rouge. Le Colombien Nairo Quintana. À suivre la 12e étape, 193 km entre Los Corrales de Buelna et Bilbao. Merci Alexandre Seban. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur l'antenne de RFI. Bien sûr, très bonne journée.